Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour une matinée consacrée aujourd'hui à Alstom et plus précisément la question de la fusion entre Alstom et Siemens, puisqu'une mission d'information du Sénat s'est constituée autour de ce sujet à l'initiative du groupe socialiste, notamment avec le sénateur Martial Bourquin qui est rapporteur de cette mission d'information, le président et le sénateur LR Alain Chatillon. Tous les deux se connaissent bien pour avoir travaillé ensemble sur une mission d'information sur la désindustrialisation de la France. Et cette fois-ci, ils s'intéressent donc à cette fusion qu'ils jugent, comme je les cite, un véritable démantèlement d'un géant industriel français. Alors qu'en dit le principal intéressé? Vous allez pouvoir voir dans un instant l'audition d'Henri Poupart-Lafarge, le PDG d'Alstom, qui lui défend bien sûr cette fusion, d'autant qu'il sera lui à la tête de cette future entreprise. Mais on entend dans les rangs des sénateurs des inquiétudes autour du fait que Siemens sera à terme majoritaire. Ils craignent que ce futur géant industriel européen serve avant tout les intérêts de l'Allemagne. Voyez donc tout de suite l'audition d'Henri Poupart-Lafarge. Nous étions à Munich il y a 2 jours et nous avons rencontré un membre de la direction de Siemens et nous avons eu un débat extrêmement franc, ouvert avec lui sur les conditions de cette fusion. Il nous a apporté quelques réponses, mais en même temps, comme nous savons que nous sommes dans une mesure européenne concernant les trusts, la loi antitrust, certaines questions, inévitablement, seront abordées publiquement par la suite. Voilà, nous avons fait un déplacement à Belfort et Ornans. Nous avons été impressionnés par la qualité de ces sites. On a pu remarquer aussi, parce que nous avons rencontré les organisations syndicales, à quel point il y a une préoccupation du personnel sur l'avenir et surtout sur cet accord. Comme vous, nous pensons que l'effet de taille est crucial avec la concurrence au niveau mondial, l'arrivée de géants concernant le ferroviaire, il est évident qu'il fallait des rapprochements et entrer dans cette nouvelle ère de la mondialisation avec le maximum d'arguments. Mais voilà, les questions qui surgissent, c'est arriver à la taille critique, ça se fait pas n'importe comment, et notamment pas au prix d'un contrôle de fleurons industriels comme l'est Alstom. Monsieur le président directeur général, c'est ce qui, nous craignons, est en train de se passer avec l'absorption d'Alstom par Siemens. On a eu ce débat extrêmement franc avec la direction de Siemens. Ma première question est donc, pourquoi avoir choisi Siemens? Pour reprendre certains propos entendus lors de notre déplacement, qui apparaissaient comme l'ennemi irréductible sur les marchés, plutôt qu'un autre groupe étranger, comme par exemple Bombardier. Ça, c'est une première question. Franche, parce que cette mission d'information doit justement éclairer tous les problèmes. Deuxième question. Ensuite, vous avez fait le choix de Siemens. Comment s'est négocié ce rapprochement et quelle a été l'information et l'intervention de l'État qui bénéficiait d'un prêt des actions Bouygues et était un acteur important de votre groupe.
l'on nous a dit que ce rapprochement n'aurait jamais pu se faire si l'État était resté au capital. Est-ce vrai, Monsieur le Président directeur général, compte tenu de l'opposition de Siemens à ce que l'État soit dans le capital? Pouvez-vous nous confirmer cette exigence de Siemens qu'il n'y ait pas l'État actionnaire dans le capital? D'autres interrogations sur les modalités d'évaluation des actifs des différentes entités qui font que Siemens n'aura pas à débourser aucune somme dans l'opération. Comment peut-on expliquer cette situation où un groupe prend le contrôle d'un autre et ne débourse quasiment pas d'argent pour ce contrôle? Je voudrais que nous revenions ensuite sur les résultats attendus de la fusion qui, in fine, ressemble quand même à une absorption de Siemens d'Alstom, puisque l'actionnaire allemand détiendra plus de 50% des actions de l'ensemble. Alors lorsqu'on a abordé cette question avec un des dirigeants de Siemens, il nous a dit qu'effectivement vous resteriez à la tête du groupe, qu'il serait coté à la banque, coté en France, à la Bourse de Paris, mais on sait qu'un groupe, ce qui fait la différence, c'est le conseil d'administration. C'est là que se prennent les grandes décisions. À l'occasion des prises de parole antérieures, ici et là, vous avez indiqué que l'opération créerait des synergies à hauteur de 470 millions d'euros. Pouvez-vous nous dire comment ce chiffre a été calculé et où se trouvent concrètement les synergies attendues? Quand nous étions à Ornans, il nous disait on nous a dit qu'il y avait 3 sites qui fabriqueraient des moteurs comme cela. Un site allemand et 2 sites français. Oui, mais il y a aussi Trappes, c'est ça, non? Tarbes, excusez-moi, Tarbes. Et voilà. Mais comment faire en sorte que ces usines, comment faire en sorte qu'il n'y ait pas de doublons et de triplons et qu'il y ait des menaces sur des sites? Voilà. De même, vous avez pu souligner que l'opération serait à forte valeur ajoutée en matière de signalisation, où effectivement les taux de marge atteignent 20%. C'est peut-être... voilà. Est-ce qu'il n'y aura pas une redondance entre 2 entités plutôt qu'une complémentarité suscitant des craintes pour l'avenir? 4e question, pourriez-vous... Oui. C'est pas suscitera, celui-là on le fait gratuitement. D'accord. Oui, mais c'est une... Là, c'est par proximité. Voilà. 4e question, pourriez-vous également revenir sur les garanties, notamment en matière d'emploi et de maintien d'un certain nombre d'activités en France? Il y a en effet une forte inquiétude sur la consistance réelle de ces garanties. 4 ans, à la fois au regard du tableau de commande d'Alstom et d'une politique de sous-investissement sur certains sites que les organismes syndicales ont notamment soulevé à Belfort et Ornans. Ces sites sont rendus plus fragiles par rapport aux sites de Siemens exerçant des activités similaires. Enfin, ce sera ma dernière question. Vous le savez, en France, les syndicats s'opposent à cette opération. Ils ont rendu unanimement une réponse négative. Et leur position diffère singulièrement, semble-t-il, de celle des syndicats en Allemagne, notamment IG Metall, dont on nous a dit qu'un accord avait été signé avec Siemens. Faut-il voir dans cette attitude opposée un indice de ce que l'opération favorisera davantage l'Allemagne que la France? La France, avec ses 12 sites de production à travers la France, justement, Alstom est un facteur d'équilibre dans les bassins d'emploi qui seront demain dans une situation difficile en cas de fermeture de site. Voilà, Monsieur le Président Directeur Général, toute une série de questions. Vous excuserez ma franchise, mais cette mission d'information doit tout mettre dans la transparence pour que nous n'ayons pas le lendemain, par manque de vigilance, des problèmes posés sur certains sites.
Merci, Monsieur le Président, merci Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices. Moi, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai de vous retrouver. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de m'exprimer devant vous dans un format un tout petit peu différent le 11 octobre, donc c'était déjà postérieur à l'annonce de l'opération. Donc je m'excuse auprès de certains si je me répète un tout petit peu par rapport à ce que j'avais dit à l'époque, mais je vois l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui d'entamer un dialogue. Et il y aura peut-être des questions également et de répondre aussi franchement que possible à toutes vos questions. Je vais rappeler juste en 2 mots le contexte général avant de venir à vos questions plus particulièrement. Le contexte général de l'opération, et là je m'excuse que j'ai eu l'occasion effectivement déjà de le rappeler, il est double. Hein. Il y a 2 axes principaux qui expliquent, et ça va venir aussi à votre question sur Siemens, qui expliquent pourquoi on veut faire cette opération. Le premier axe, c'est évidemment la croissance très importante de nos marchés à travers le monde, dont a bénéficié d'abord et avant tout Alstom, hein, puisqu'on est passé dans les 5 dernières années de 5 milliards à 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, avec une croissance dans tous les pays émergents, avec des succès c'est pas des pays émergents, mais de l'Australie à l'Amérique latine, à l'Afrique récemment. Et cette croissance a d'abord et avant tout bénéficié à l'engineering française et au site français. Mais cette croissance des marchés s'accompagne également d'une demande extrêmement forte et de plus en plus forte des États, des régions, de production locale et d'accompagnement local, et également en termes d'engineering, des gestion de projets, etc. Il se trouve que la semaine dernière, j'étais en Australie, par exemple, et on voit que ça va même au-delà, puisque l'Australie est un État fédéral, et ce n'est pas uniquement l'Australie qui demande de la production en Australie, c'est l'État de Victoria, c'est l'État de New South Wales, c'est l'État de Queensland, etc. Et donc il y a une nécessité de taille critique, pas simplement pour la taille globale, mais pour la couverture mondiale, et pour pouvoir avoir précisément ce réseau de sites à travers le monde. C'est une course de vitesse dans laquelle on est plutôt bien parti, dans laquelle, bien évidemment, je vais revenir, Siemens a des atouts à faire valoir, et dans laquelle les Chinois, CRRC précisément, s'est engagé il y a 2-3 ans. Vous savez qu'en 2014, CNR et CSR, qui sont les 2 grands acteurs chinois, ont fusionné, donnant naissance à CRRC, et qui a compris à ce moment-là que pour pouvoir exporter, pour pouvoir être un grand de ce monde dans le ferroviaire, eh bien, il fallait précisément localiser. Et bien, depuis, ils ont lancé des usines à travers le monde. Donc, ils ont maintenant lancé des usines aux États-Unis, en Australie en l'occurrence, en Malaisie, en Inde. Ils sont prêts à en faire une en Argentine. Tout ça pour accompagner des gains de projet. Et donc, en 2-3 ans, ils sont mis dans cette course qui me semble totalement inéluctable et qui va déterminer quels seront les 2 ou 3 grands acteurs globaux. Donc pour nous, il y aura Siemens Alstom, il y aura CRRC, et puis entre Hitachi et Bombardier, on verra un petit peu qu'est-ce qui se passera. Et puis des acteurs plus régionaux, comme il y a beaucoup en Europe, CAF, Stadler, PESA, mais qui sont au Japon. Il y a aussi d'autres japonais, il y a Hitachi. On le voit bien parce que Nippon Sharyo, Kinki Sharyo, qui sont des acteurs japonais, quittent les États-Unis parce que c'est trop compliqué. Et reviennent au Japon. Par contre, Hitachi, qui a décidé d'être un acteur global et qui est très présent en Europe, en Angleterre, en Italie, mais aussi en France. Je dis toujours cet exemple parce que c'est assez marquant. C'est quand même un Japonais qui aujourd'hui fait la signalisation des TGV en France. Ce n'est pas forcément intuitif. Et nous, on ne fait pas Hitachi. Hein. Et nous, on ne fait pas la signalisation des Shinkansen. Donc, il y a cette course de vitesse à la globalisation au sens capillaire du terme. Siemens, et donc ça c'est la première raison pour laquelle on veut se marier avec Siemens, qui va apporter cet effet de taille en Europe et dans d'autres places fortes. Il se trouve que traditionnellement, par exemple, Siemens est plus fort que nous en Chine, moins fort que nous en Inde. Il y a d'autres peut-être plus forts que nous en Turquie. Il y a peut-être sans tomber dans des clichés un petit peu culturels, historiques, il y a des pays dans lesquels Siemens était naturellement plus fort, et il y a des pays dans lesquels nous, on était naturellement plus fort.
et la combinaison des deux apporte une bonne complémentarité par rapport à d'autres acteurs. Donc ça, c'est une première réponse à votre question. Il y a à peu près entre 10 et 15% en fait, des appels d'offres pour lesquels nous sommes en concurrence avec Siemens. En fait, c'est très complémentaire. 10 à 15%. C'est moins, par exemple, qu'un acteur comme Bombardier, puisque on parle de comparaison entre les différents acteurs. La seconde raison pour laquelle on veut faire quelque chose avec Siemens, et je crois que vous avez auditionné récemment, je suis passé dans cette configuration, dans une autre, Keolis, sur la mobilité. Eh bien, c'était ici? C'était ce matin? Alors, je prends des risques, je ne sais pas exactement ce qu'ils vous ont dit, mais moi je pense qu'on est à la veille d'une révolution dans la mobilité, que fondamentalement on échoue dans la mobilité aujourd'hui, puisque dans le monde, il y a un besoin de mobilité non couvert énorme. On voit bien, hein, même à Paris, dans une ville assez mature, à New York, je crois que la vitesse moyenne des taxis est passée en 6 ans, donc entre 2010 et 2016, de 10 km/h à 7 km/h. Bon, donc c'est un échec. On voit les files ininterrompues de voitures dans un certain nombre de grandes villes. Et puis, c'est un échec environnemental, puisque la mobilité, l'activité de transport et l'activité humaine qui continue à émettre de plus en plus de CO2. Au-delà des particules, qui deviennent un enjeu de santé publique qu'il ne faut pas négliger. Moi, je pense qu'à titre personnel, l'enjeu des particules et donc du diesel sera peut-être de nature équivalente pour, pas nos enfants, mais dans 10 ans, pour ce qui était de l'amiante dans le passé. C'est-à-dire qu'on se dira, mais comment a-t-on pu accepter que autant de citoyens soient exposés à des niveaux de particules aussi élevés aussi souvent? Et on a vu en très peu de temps comment le diesel est devenu le charbon du transport et devient maintenant quelque chose de... Donc on est à la veille d'une révolution. Et j'allais dire que de la même manière que pour l'énergie, personne ne peut prévoir exactement quelle sera la solution qui sera apportée. Pour l'énergie, cette solution a été globalement trouvée. Il y a un mix, la quantité d'énergie disponible dans le monde est maintenant suffisante. Il y a bien sûr encore des efforts à faire, mais globalement, elle est suffisante. Donc la quantité a été trouvée, il y a beaucoup moins de blackout. Et sur la qualité, on voit bien que le renouvelable, le solaire, l'éolien notamment, permet de résoudre un grand nombre de problèmes. Sur le transport, nous ne savons pas. Ce que nous savons, c'est que ça sera de la mobilité qui sera électrique, parce que c'est le seul moyen de la rendre totalement environnementale. Alors, électrique soit de bout en bout, soit via un moyen type l'hydrogène intermédiaire, mais fondamentalement avec une énergie non pas extraite des hydrocarbures, mais du renouvelable et de l'électricité. D'où le fait qu'on travaille, nous, sur l'autoroute électrique. Et puis, elle sera partagée parce que c'est la seule façon d'optimiser les infrastructures. On sait très bien que les infrastructures coûtent extrêmement cher, qu'elles sont sous-utilisées, la voiture étant l'extrême de cela, puisque la voiture est utilisée très peu de temps par jour, avec très peu de passagers à bord, utilise beaucoup de l'espace public, etc. Mais quels seront les moyens de gérer cette nouvelle mobilité? Quel type de technologie digitale sera utilisée pour gérer l'ensemble? Nous ne sommes pas sûrs de nous. Quel type de véhicule? On sait bien que les axes principaux resteront des axes ferroviaires, parce que le ferroviaire est le seul moyen de transporter des fortes capacités de manière efficace énergétiquement et de manière efficace en termes d'emplacement sur le sol, qui sont les deux enjeux dans nos villes. Donc ça sera les axes principaux, mais on ne sait pas trop. L'alliance avec Siemens, qui est effectivement non seulement une activité signalisation importante, mais une activité digitale importante, à la fois à l'intérieur de Siemens Mobilité, mais aussi dans le groupe Siemens, et il nous paraît être le meilleur partenaire de ce point de vue-là. Là aussi, si on compare avec un partenaire comme Bombardier, qui aurait pu être un choix, pas non plus, c'est pas blanc-noir, mais Bombardier est beaucoup moins avancé dans l'aspect digital que ne peut l'être un Siemens. À la fois dans Bombardier Transport, mais également dans Bombardier Group. Voilà. Alors ensuite, donc, Siemens a d'ailleurs, j'allais dire, dans nos analyses internes chez Alstom, Siemens a toujours apparu comme étant le meilleur partenaire d'un point de vue stratégique,
à condition, et c'est une condition importante, que cette alliance se fasse, y compris la partie digitale de Siemens. Et c'est cette partie digitale de Siemens qui, dans le passé, n'était pas sur la table, parce que précisément, Siemens la voyait un peu comme sa pépite, et ne voulait pas l'apporter dans la transaction. Donc oui, Siemens est le partenaire. Alors l'ennemi, je ne sais pas qui a dit l'ennemi irréductible. Vous savez, toute une question de culture. Après, tout dépend du contexte. Tout dépend du contexte. Quand vous êtes joueur de foot, vous êtes dans l'équipe de Marseille, l'ennemi irréductible, c'est le PSG. Bon, le lendemain, vous êtes transféré au PSG. Et puis les choses s'inversent. Donc, je crois qu'il y a une des compétitions, et c'est normal, c'est la concurrence, de l'émulation. Et puis à un moment, on décide de travailler ensemble et on fait des coopérations, et ça se passe bien. Et peut-être que, vu de l'extérieur, je reprends cet exemple de Bombardier, parce qu'on travaille souvent avec Bombardier, donc pourquoi pas Bombardier, mais c'est justement parce qu'on travaille souvent avec Bombardier qu'en fait, il y avait plus d'overlap, plus de redondance entre Bombardier et nous, par exemple, qu'entre Siemens et nous. Mais encore une fois, je ne veux pas caricaturer, il y aurait pu avoir d'autres solutions, mais celle-là était de loin la meilleure. Alors, ensuite, vous parlez de l'État, de Bouygues, de l'articulation entre Siemens. Et c'est vrai que la transaction que nous proposons est assez unique, et on peut la regarder selon différents angles. C'est à la fois, en même temps, Siemens Mobilité, qui est racheté par Alstom, et c'est très clair pour les employés allemands d'ailleurs de Siemens, qui sont un peu inquiets. C'est que là, vous avez trouvé des employés français inquiets, mais vous iriez dans les usines allemandes de Siemens, il y a aussi des employés inquiets. Et d'ailleurs, je ne le nie pas, ce genre d'opération est anxiogène, c'est évident. Et donc, il y a de l'inquiétude parce qu'ils font le raisonnement un peu symétrique, ou contraire à celui que vous faites, qui est de dire, mais nous, on est rachetés par Alstom. Et eux, ils considèrent qu'ils sont rachetés par Alstom parce que le siège de la nouvelle entité est à Paris, que, effectivement, comme cela vous a été confirmé, je le remercie par Roland Bouche, que vous avez rencontré, je serai le nouveau dirigeant de la nouvelle entité, que les décisions opérationnelles vont être prises à Paris. En ce moment, d'ailleurs, nos collègues de Siemens Mobilité sont en train d'être séparés du reste de Siemens, physiquement, légalement, financièrement, mais également physiquement, et donc aussi pour leur système informatique, etc. Donc, et l'opération qui est en cours chez Siemens, de séparation de Siemens Mobilité, est exactement la même que si Siemens Mobilité était vendue à un autre groupe qui n'avait plus de lien avec Siemens. Le fait qu'il garde un lien avec Siemens, et j'y reviendrai, n'a pas d'impact sur la façon dont les personnes de Siemens Mobilité sont en train d'être détachées du reste du groupe Siemens. Effectivement, vous avez raison. À l'inverse, Siemens Group, mais qui ne sera plus en tant que tel dans le transport, mais Siemens Group sera l'actionnaire de contrôle d'Alstom. De ce point de vue-là, d'ailleurs, je tue un mythe, le fait qu'ils aient 40, 45, 50 ou 55%, à partir du moment où le reste de l'activité est coté à la Bourse de Paris, ils en ont le contrôle effectif via le conseil d'administration. Là où je diffère un petit peu de ce que vous dites, c'est que le conseil d'administration est là pour prendre des grandes décisions stratégiques, mais le conseil d'administration ne prend pas de décisions opérationnelles. Par exemple, je vais revenir sur les sites, je crois que ça intéresse à son nom, s'il y a des arbitrages à faire entre Ornans, un site allemand, c'est pas du tout le conseil d'administration qui prend ce genre de décision. Pas du tout. C'est des décisions qui sont prises par la direction du groupe, savoir tel produit, la convergence des produits sera prise par la direction du groupe, pas par le conseil d'administration. Le conseil d'administration prennent des grandes décisions stratégiques, pas des décisions opérationnelles quotidiennes. Mais néanmoins, il y a ce contrôle. Est-ce que c'est une mauvaise chose en soi, cet équilibre? C'est un équilibre. Je trouve qu'avoir pour actionnaire Siemens, qui est un grand groupe européen, qui quand même a une vision à long terme de ses activités, qui n'est pas un groupe qui a une culture très différente, ni très agressive, ni socialement, ni industriellement. C'est un groupe qui s'inscrit quand même dans la durée et qui a une
tradition industrielle et technologique très forte. Je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée, bien au contraire. Et on va pouvoir avoir accès aux technologies digitales de Siemens. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on aurait pu arriver à un équilibre parfait? Écoutez, ça revient un petit peu les points de départ ne le permettaient pas. Et d'où cet équilibre, qui est un équilibre, encore une fois. Est-ce qu'il vaut mieux, c'est des questions très théoriques, est-ce qu'il aurait mieux valu un équilibre actionnarial différent, mais un siège à Munich ou un siège à Saint-Ouen et l'équilibre actionnarial tel qu'on l'a aujourd'hui? J'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. D'un point de vue vraiment, là je m'adresse, je dirais, à la représentation française, d'un point de vue français, j'en suis pas sûr du tout. Vous savez, je crois que j'ai déjà cité plusieurs fois, je suis désolé de faire part de ma propre expérience, mais ça fait une vingtaine d'années que je suis chez Alstom. Comme vous savez, je suis extrêmement attaché à ce groupe. Quand j'ai commencé chez Alstom, c'était GC Alstom. C'était pas Alstom, c'était un groupe franco-anglais, 50% français, 50% anglais. D'ailleurs, on a tendance à l'oublier, parce qu'on dit que Alstom, c'est le fleuron français par excellence, en quelque sorte. Hein. Mais c'est vrai, mais c'était 50% français, 50% anglais. GC et Alcatel ont vendu leur participation. Et pour être franc, la localisation du siège a joué un rôle très important dans l'avenir d'Alstom et le fait que vous pensez que dans l'imaginaire collectif, c'est un groupe très français. Donc, même sous cet angle-là, voilà, je ne suis pas sûr. Par ailleurs, je reviens sur votre question de pourquoi Siemens a pu prendre le contrôle. En fait, ils ont 50%. On est deux entités de même taille. Nous, on est coté en bourse. Siemens Mobilité, il est détenu à 100% par Siemens. Vous mélangez les deux activités, eh bien Siemens se retrouve avec 50% naturellement. Donc, il n'y a pas le fait qu'il ne débourse pas d'argent en prenant le contrôle, mais parce qu'il apporte son activité. Et donc, il se retrouve, on est valorisé, quand vous dites la valorisation, on est valorisé de la même manière, on apporte les deux activités, eux sont plutôt un tout petit peu plus rentables que nous, parce que, même si malheureusement les chiffres que vous articulez ne sont pas tout à fait les bons, mais qu'importe, l'assignation est effectivement plus rentable que le reste, et ils ont une exposition sur une part de leur portefeuille dans l'assignation qui est beaucoup plus importante que la nôtre. Donc ils sont un peu plus rentables que nous, ils sont valorisés légèrement, de manière légèrement plus importante que nous, mais fondamentalement, c'est juste que Siemens Group ayant 100% de Siemens Mobilité, quand ils apportent leur mobilité, ils se retrouvent avec 50% de l'ensemble. Et Bouygues, qui a 30% aujourd'hui d'Alstom, eh bien, on fusionne les deux, et il aura 14% naturellement de l'ensemble, puisque les deux sont valorisés de la même manière. Le dirigeant de Siemens nous disait qu'il a pris les deux chiffres d'affaires, 7 milliards Alstom, 8 milliards Siemens, et il a dit c'est normal qu'on ait la majorité au CA. Voilà ce qu'il nous a répondu. Oui. Je ne me trompe pas. Hein, oui. Voilà. Après, la valorisation, ce qui veut dire par là, effectivement, c'est qu'on rapproche les deux. Comme je dis, ils sont légèrement plus profitables, alors, légèrement plus gros également. Pas exactement dans une proportion 7 à 8, mais parce qu'on est plus proche de 8. Et donc, ils ont 50%, et donc, ils ont effectivement 50% plus, et ils ont la majorité au CA. Encore une fois, c'est un sujet ce sujet-là, très franchement, est plus symbolique qu'autre chose. À partir du moment où il faut être... Soit vous êtes dans un 50-50 et vous avez deux parties en présence. C'est pour ça que je dis que ça ne le permettait pas. Et là, vous pouvez dire j'ai un équilibre entre deux parties, 50% Siemens, 50% X, Y, Z. Et ça fait un certain équilibre de gouvernance. Soit il y a 50% d'un côté et rien de l'autre côté, en termes et dans ce cas-là, que vous ayez 51, que vous ayez 6 personnes ou 5%, ou 5 personnes au conseil, ça ne change rien. De toute façon, ultimement, si vous parler en termes de contrôle de l'entreprise, il contrôle l'Assemblée générale de l'entreprise, et donc, de ce point de vue-là, il contrôle le conseil d'administration. Donc, il était impossible de trouver un autre schéma, sauf à trouver quelqu'un qui rachetait 50% de l'ensemble, cette personne n'existait pas, et est-ce qu'il était impossible de trouver un autre schéma? C'était soit on faisait ça, soit on ne faisait rien. Et ça rejoint un peu votre question sur l'État, Bouygues, etc. Avoir 5 ou 10% pour l'État, honnêtement, ça ne sert pas à grand-chose. Est-ce que
surtout dans un métier comme le nôtre, dans lequel on est très proche, comme je l'ai dit tout à l'heure, très proche de l'État. Dans un métier comme le nôtre, on va parler tout à l'heure un peu de la commande publique, etc., mais on est extrêmement dépendant de l'État en tant qu'acheteur et de l'État en tant que régulateur. Alors, je n'ai pas vu le rapport Spinetta pour parler de l'État régulateur, mais s'il tombe sous nos 11h30. Alors, on va pouvoir commenter en direct, on fera un échange en direct là-dessus. Mais le transport ferroviaire est extrêmement proche de l'État. Donc, c'est pas le fait d'avoir 5%. Ah bah, à 100%. Je veux dire, tant que je n'ai pas trouvé de privé qui veut bien m'acheter des métros, par définition, tout acheteur de métro est une autorité publique. Hein. Il y a un ou deux acteurs privés dans le monde, il y a NTV, etc. Enfin, sinon, c'est des publics, effectivement. Donc, on est très proche de l'État. Donc, ce n'est pas les 5% qui auraient changé quoi que ce soit. Les termes de la transaction ont toujours considéré que l'État n'intervenait pas. La question un peu théorique qui est posée, qui est de dire « et si l'État avait mis comme point d'exigence de dire soit j'ai 5%, soit le deal ne se fait pas, est-ce que Siemens aurait accepté cette exigence ?» C'est possible de refaire l'histoire. Mais c'est vrai que dès le départ, la proposition de Siemens n'intégrait pas la participation de l'État. Ça a fait l'objet de discussions. Voilà, moi, c'est toujours difficile dans une négociation. Qu'est-ce qui serait passé si on avait dit, voilà, c'était un exemple. Ça me semble pas. Je pense que ça ne semblait pas à l'État, mais je crois que j'aurai l'occasion peut-être d'interroger l'État. Ça ne semblait pas non plus à l'État quelque chose d'indispensable que d'avoir 5% au capital. Encore une fois, l'équilibre de la gouvernance a été un équilibre entre l'opérationnel qui est décidé à Paris, effectivement à Saint-Ouen plus exactement, et un contrôle de la part du groupe de Siemens, plutôt qu'un équilibre au sein du conseil d'administration. Moi, je pense que c'est un bon équilibre. Je pense que ça permettra de faire fonctionner la boîte, et encore une fois, avec un groupe comme Siemens, qui est quand même un groupe responsable, qui n'est pas un groupe qui fera des trucs totalement... Quelle est la structure de la société Siemens en termes juridiques? Autrement dit, c'est une fondation, c'est quoi? Ah non, c'est la Siemens AG. Oui. Ah bah, c'est une structure, une entité légale allemande classique. Classique. Côté à la bourse allemande. Ils y tiendront, d'ailleurs, ils n'y tiendront pas en direct. Hein. Vous savez, après, c'est des questions fiscales et légales. Hein. Je crois qu'ils auront des holdings entre Siemens AG et puis les 50% qu'ils auront dans Alstom SA. D'ailleurs, ce n'est pas la seule. Ils ont aussi en Espagne Siemens Gamesa qui est dans l'éolien. Et ils vont coter leur partie healthcare. Donc c'est chez eux, c'est pas le fait de gérer un groupe avec des divisions assez autonomes, des groupes assez autonomes, des participations dans des groupes assez autonomes, c'est pas quelque chose qui est forcément. Ma question, c'était l'aspect fiscal, puisque vous le savez comme moi. Dans ce type de structure dont je viens de parler, il y a des avantages très importants sur le plan fiscal. Sur ses fondations et sur l'histoire et l'avenir après. La deuxième question que je voulais poser, est-ce qu'on sait aujourd'hui ce que veut faire le groupe français qui détient donc un certain pourcentage? Je parle de Bouygues. Ah bah écoutez, moi, alors j'ai une réponse très légale, qui est, ils se sont engagés à rester jusqu'à l'Assemblée générale qui approuve l'opération. Et je crois que c'était honnête de leur part, parce que probablement ils soutiennent l'opération, ils vont jusqu'au bout. Après, ils ne m'ont pas fait part de leurs intentions, ni d'un côté ni d'un autre. Alors quand on dit je reste jusqu'à l'Assemblée générale, on dit ça veut dire qu'ils veulent vendre le lendemain. Bah, non, pas forcément. C'est comme pour notre engagement sur les emplois. C'est pas parce qu'il y a un engagement sur 4 ans que ça veut dire que le lendemain tout ça tombe. Mais voilà. L'option de rachat était datée. L'option de rachat. L'option de rachat des actions Bouygues était bien datée. Ah, de la part de l'État. Oui. Oui, de la part de l'État. Oui. C'est-à-dire c'est dépassé maintenant. Oui, ça s'est dépassé. Ouais. Absolument. Oui, ça c'était l'automne dernier. Je ne sais plus exactement quelle était les dates, mais en octobre dernier. Je ne voudrais pas qu'on se méprenne. Oui. Hein. Je pense que ici, toute tendance confondue de la représentation nationale, on voit d'un assez bon œil, même très positivement, l'accord qui intervient avec Siemens. C'est les conditions dans lesquelles cet accord est intervenu. C'est-à-dire, on est tellement habitué à l'aérospatial, à Airbus, les États sont dedans, ça ne gêne pas. Mieux, c'est un exemple européen. Et l'accord avec Siemens, on a pu se rendre compte que c'était un vrai groupe industriel. Vous voyez, par exemple, Monsieur le Président directeur général,
ce qui se passe en ce moment avec la branche énergie nous inquiète énormément. Surtout les déclarations du nouveau PDG de General Electric. Et quand on fait un accord comme celui-là, on borde tout pour dire, tiens, on n'avait pas oublié ça. Et comment se fait-il? Parce qu'on a vu, quand on était là-bas à Munich, à quel point les Landes sont liées à leur économie. Parce que ce qui se fait avec l'État ici, parce qu'on est dans un État jacobin, se fait beaucoup avec les Landes. Le Land de Bavière est certainement... c'est plus important en PIB que les Pays-Bas. Vous imaginez, c'est un land extrêmement puissant. Et l'interrogation ne porte pas sur... C'est normal qu'on vous pose la question, pourquoi Siemens? Nous, ça nous semble bien. Simplement, pourquoi ne pas avoir fait un EADS du ferroviaire? Alors, la situation est... Bon, je ne vais pas comparer avec EADS. La situation est effectivement différente, hein, puisque Siemens Mobilité n'était pas un groupe indépendant. Donc, on voit bien, dans les fusions, il y a deux types de fusions. Si vous prenez ce qui s'est passé sur Technip, sur Lafarge, etc., c'est deux groupes indépendants qui se marient entre eux. Et on voit bien d'ailleurs que du coup, il y a un débat sur, pas tellement la gouvernance, que le groupe devient coté, mais il y a un peu un débat d'hommes, presque, savoir qui devient le patron, machin, etc. Et où va se situer le nouveau centre de gravité. Là, Siemens Mobilité est une division aujourd'hui de Siemens, donc il ne s'agit pas de fusionner deux groupes, c'est Siemens qui apporte sa division à Alstom. Donc, elle a comme je disais tout à l'heure, je disais, mais pourquoi pas EDF? Parce qu'il n'y a pas d'autres, en face de Siemens aujourd'hui, il n'y a pas un autre actionnaire français. Il n'y en a pas. C'est juste, il n'y a pas... Alors, soit... dans le cas de Lafarge-Holcim, vous avez deux fusions, par exemple, avec deux entités qui n'ont que des actionnaires en bourse. Donc ça, c'est une entité symétrique comme celle-là. Soit il y a d'autres solutions symétriques dans lesquelles, comme était GEC Alstom dans le passé, où c'était 50% détenu par Alcatel, 50% détenu par GEC, autre situation symétrique. Là, on est dans une situation asymétrique, dans laquelle il y a une division d'un côté, avec partie prenante d'un grand groupe industriel, Siemens, et puis d'un autre, un groupe, Alstom, pur sur son métier. Donc le choix ne s'est pas présenté, et je pense que là, pour le coup, autant je peux dire, est-ce que si l'État avait dit je garde 2%, Siemens aurait dit jamais, etc., débat théorique, autant sur celui-là, il n'y a pas de schéma qui le permette. Il n'y a pas de schéma alternatif qui dise on va créer le ADS, voilà, parce qu'il n'y a qu'un actionnaire, c'est Siemens. Et encore une fois, du coup, je reviens sur dessus, du coup, Siemens a accepté, parce qu'ils auraient pu dire j'ai un chiffre d'affaires supérieur à celui d'Alstom, et donc le patron vient de Siemens. Il aurait pu dire des choses comme ça. Donc, ils ont accepté un certain équilibre qui est, je le reconnais, et je suis prêt, est un équilibre un peu unique, qui n'est pas courant, parce qu'encore une fois, les deux équilibres classiques, c'est deux groupes fusionnent entre eux et créent une entité nouvelle, et on dit dans le comité exécutif, il y a 4 personnes qui viennent de l'un, 4 personnes qui viennent de l'autre. Ou une JV, une co-entreprise 50-50, là c'est un équilibre unique dans lequel effectivement il y a à la fois un actionnaire de contrôle, mais un management opérationnel qui est confié au groupe qui était déjà en place, c'est-à-dire à Alstom, avec aucune, par exemple, il n'y a pas dans l'accord, quand on dit que tout est bouclé, c'est vrai, on a quand même regardé, il n'y a pas d'obligation d'avoir X personnes qui viennent de Siemens dans le comité exécutif, etc., etc. Les seules règles de gouvernance, c'est Alstom SA, ça reste coté à Paris, le siège reste à Saint-Ouen, et effectivement, la seule question personnelle, c'est la mienne. Donc c'est tout. Donc moi je pense, on verra, enfin, EADS, et des équilibres comme ça, un petit peu franco-allemands, sont à la fois un très bon exemple, et en même temps, force est de constater, 10 ans après, 15 ans après, que cet équilibre doit être suivi de près, où on regarde à chaque fois, et la question des nationalités se pose encore et partout. Je pense que dans ce qu'on est en train de construire, ça sera presque, j'espère, plus serein de ce point de vue-là, plus simple, et il n'y aura pas des
presque des négociations en permanence sur les nationalités des uns et des autres. Parce que c'est presque plus clair de dire, voilà, l'opérationnel est entièrement géré par la direction, et puis il y a le contrôle stratégique. Est-ce que l'État vous a suivi durant toutes ces négociations? Depuis le premier jour. Depuis le premier jour. Et, Alors, depuis le premier jour du gouvernement. D'accord. Et s'il y a un accord entre l'État et Alstom et Siemens, un accord quand même assez déséquilibré quand même, hein, même si vous nous dites que c'est un équilibre nouveau, différent, c'est le conseil d'administration qui, en dernière instance, en cas de problème, pour le capital, pour tout, qui tranchera. Hein, on ne va pas se raconter l'histoire, hein, on est ici des... Non, mais vous le savez. Non, mais il y a une question... Excusez-moi de vous interrompre 2 secondes. Il y a une question d'actionnariat. Il faut avoir un actionnaire. Il faut avoir des actionnaires. Oui. Aujourd'hui, quelque part, Alstom est contrôlé par Bouygues. Quand Bouygues est rentré au capital d'Alstom, parce que Bouygues a 30%. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, si Bouygues... si ma tête ne revient plus à Bouygues, ils peuvent très bien... parce que finalement, ça va peut-être vous choquer un peu, mais quand même, le rôle principal d'un conseil d'administration, c'est quand même le choix du dirigeant. C'est déjà, une fois qu'il a fait ça, il a déjà fait beaucoup de son travail. Si Bouygues voulait... voilà, ma tête ne leur revenait plus, il pourrait me sortir de la même manière. Quand Bouygues est actionnaire, quand Bouygues est rentré au capital d'Alstom, il n'y avait pas de question est-ce que c'est équilibré, pas équilibré. C'est vrai, Siemens devient l'actionnaire. La question, c'est est-ce qu'on considère que Siemens actionnaire, c'est un mauvais actionnaire? Ma réponse est plutôt non. Pas du tout. Nous, on pense que c'est un bon actionnaire. Et donc, simplement qu'il soit égalité. Simplement. Mais égalité avec qui? Avec vous. Moi, je suis pas l'actionnaire. Moi, je suis le management. Ouais. Vous voyez ce que je veux non, dire? mais avec Alstom, c'est ça que je veux dire. Oui, mais non, mais c'est ça. Excusez-moi, c'est. En fait, ce serait la seule raison, ce serait si Bouygues avait 50%, encore une fois. Mais Alstom, c'est l'entité gestionnaire. Donc, l'actionnaire. Moi, je suis très content d'avoir Siemens comme actionnaire. Le vrai débat, un peu sous-jacent, et puisque vous êtes franc, je vais l'être également. Oui. C'est de se dire, est-ce que Siemens, c'est ça qui est un peu sous-entendu dans les questions, parce que si Siemens, c'était pas Siemens, mais c'était Schneider, ou je ne sais pas qui, vous ne poseriez pas la question. La réalité, c'est que vous ne poseriez pas cette question-là. D'ailleurs, vous n'avez jamais posé cette question avec Bouygues, jamais quelqu'un a dit, mais est-ce que c'est équilibré avec Bouygues, Alstom et Bouygues? Ben non, parce que le vrai débat sous-jacent, c'est de dire, Siemens est un groupe allemand, et il faut le dire, on peut discuter de savoir ce que c'est que la nationalité d'une entreprise, mais globalement, Siemens est un groupe allemand, et la question que vous posez en sous-jacent, c'est est-ce que le fait que Siemens soit un groupe allemand va les conduire à prendre des décisions biaisées sur l'outil industriel? C'est un peu ça le débat. Et ma réponse à ça, c'est de dire, je ne le pense pas, parce que, et on va revenir, mais l'outil industriel est quand même largement... Les gens sont beaucoup plus rationnels qu'on ne le croit, donc l'outil industriel est largement tiré par la compétence, la qualité des personnes, la compétitivité et le marché local, qui est très important dans nos métiers. Nous, on a racheté Fiat Ferrorovia il y a une dizaine d'années. Savigliano, qui est le site italien, il s'en porte très bien. On a racheté un site en Espagne, il s'en porte très bien. Donc, je ne pense pas une seconde que Siemens prendra des décisions dictées par le fait que Siemens soit de nationalité allemande et pas de nationalité française. Parce que, encore une fois, je suis persuadé que ce débat n'aurait pas eu lieu, pas dans les mêmes termes, en tout cas, si Siemens n'avait pas été une entreprise allemande. Je trouve que de la part de Siemens, c'est extrêmement courageux à l'inverse, parce que les décisions, comme je l'ai dit tout à l'heure, et j'insiste, les décisions quotidiennes, de la vie quotidienne, à savoir est-ce qu'à l'usine, il y aura un projet de métro? Bon, est-ce que c'est l'usine de Vienne ou c'est Valenciennes qui va faire ce projet de métro? Cette décision quotidienne, elle est prise par la direction opérationnelle du groupe, qui encore une fois sera à Paris. Et donc, de ce point de vue-là, c'est là où je dis c'est un équilibre. Et parce que quelque part, quand vous dites, et vous,
enfin, encore une fois, pour mettre les choses sur la table, c'est entre la partie allemande et la partie française. C'est un peu ça que ça veut dire. Eh bien, oui, Siemens garde le contrôle. Il a quand même globalement confié à la partie française, pour mettre des mots derrière les choses, la gestion quotidienne. Eh bien, je trouve qu'objectivement, de leur part, c'est courageux. Et d'ailleurs, ça se traduit en pratique, comme je l'ai dit tout à l'heure, par une inquiétude plus importante quand on fait nos sondages. Vous savez, on fait des sondages internes pour savoir qu'est-ce que les gens pensent de l'opération, etc. Vous avez raison. Globalement, tout le monde est d'accord avec la... D'ailleurs, tout le monde, tous les commentateurs sont d'accord avec l'opération d'un point de vue stratégique. Personne n'est contre. Il y a une inquiétude dans les sites français, c'est clair, je ne le nierai pas. L'inquiétude... C'est ce qui explique la position des syndicats. C'est ce qui explique la position des syndicats. L'inquiétude est supérieure dans les sites allemands de Siemens que dans les sites français d'Alstom. Donc, c'est-à-dire que les gens qui vivent ça au jour le jour, ils n'ont pas forcément le même regard que ce que nous, on peut avoir, ou ce que vous pouvez avoir d'un point de vue plus global. Voilà pour l'audition d'Henri Poupart-Lafarge, le PDG d'Alstom, qui a eu à répondre aux nombreuses inquiétudes des sénateurs autour de la fusion Siemens-Alstom, alors que de plus en plus de personnes s'inquiètent du fait que cette fusion ressemble davantage à une absorption par le géant allemand du géant industriel français, cela afin de créer un géant européen des transports. Toujours et bien sur le même sujet, je vous propose à présent de voir l'audition de Philippe Varin, grand industriel. Philippe Varin a été à la tête de PSA. Il est aujourd'hui à la tête du conseil d'administration d'Areva, mais aussi de France Industrie. C'est la voix des industriels en France. Écoutez-le s'exprimer devant les sénateurs. L'essentiel, c'est qu'on puisse évoquer à la fois le dossier Alstom, mais assez rapidement pour se concentrer sur la restructuration industrielle. Donc, Monsieur le Président, on est ravi de vous accueillir une nouvelle fois. Je ne vais pas rappeler votre passé industriel, Péchinet, Areva, PSA et bien d'autres. Et puis maintenant, la présidence que vous occupez dans un groupe qui nous intéresse beaucoup et avec lequel nous souhaitons vraiment travailler, toujours avec Martial, sur la réindustrialisation du pays. Je crois que ce rapport que nous avions fait il y a quelques années, pas si vieux que ça, il y a 6 ans, on va le réactualiser, même si un certain nombre de propositions que nous avions faites n'ont jamais été exécutées, et que nous remettrons bien sûr dans notre rapport. Et donc, pendant cette étude, la possibilité de se revoir peut-être dans d'autres circonstances pour faire avancer notre dossier. Voilà, je suis court, je vais passer la parole à Martial, et puis nous vous donnerons la parole. Monsieur le Président, après mon collègue, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue ici. Nul n'a aussi une vue aussi panoramique de notre industrie. Je vais vous poser quelques questions pour justement travailler à notre rapport. Est-ce que vous pouvez nous dresser les forces et faiblesses de notre industrie? Quel regard portez-vous globalement sur la politique industrielle menée en France depuis 15 ans, dans un contexte de compétition internationale renforcée? Voilà, première question. La deuxième, quel doit être selon vous le rôle de l'État, l'État stratège, et plus largement des pouvoirs publics, parce qu'on sait très bien maintenant que les régions, les collectivités locales et territoriales participent à la question économique. L'État doit définir un cadre légal et réglementaire. On revient de Munich. Et on a abordé avec le responsable du patronat allemand la façon de travailler en Allemagne. Et il nous disait que autant l'État fédéral travaillait au cadre réglementaire, autant le Land était pour eux le lieu où s'effectuait le plus le travail en commun sur les questions économiques, de formation, enfin toutes les questions qui sont essentielles à l'industrie allemande. Il faut vous rappeler, lorsqu'il y a eu les problèmes à PSA, l'État n'a pas hésité à rentrer au capital. On se rappelle aussi que lorsque General Motors est en grave difficulté, le
président Obama, avec sa majorité, avait décidé de nationaliser pour se retirer ensuite quand les choses allaient mieux. Quel État stratège? Et par exemple, en ce qui concerne Areva, il n'a pas hésité à céder des participations pour favoriser la restructuration d'entreprises. Voilà. Voilà une série de questions. Une troisième sur quelle est la taille aujourd'hui pertinente pour un groupe, une entreprise. Vous savez qu'actuellement, il y a le fait que Siemens et Alstom fusionnent face à la concurrence chinoise. Voilà. En même temps, comment faire en sorte que nous gardions le caractère français de notre industrie? Parce qu'un socle industriel puissant en France est quelque chose de tout à fait essentiel. Et dernière question, on sait très bien qu'il y a les groupes, les grands groupes, mais il y a aussi les PME et ETI qui sont assez nombreuses, notamment en France, peut-être pas assez grandes comme en Allemagne, c'est-à-dire on a peu d'ETI, on a beaucoup de PME, et comment favoriser leur essor et contribuer à ce qu'elles deviennent justement des ETI pour aller à l'exportation. Voilà, Monsieur le Président, une série de questions pour contribuer à renforcer un peu notre rapport sur la question industrielle et des filières industrielles. Bien, Monsieur le Président et Monsieur le rapporteur, Madame et Messieurs, d'abord merci de me donner l'opportunité de m'exprimer devant vous. C'est un honneur d'apporter ma contribution au travail de réflexion que vous avez engagé. Alors, d'ailleurs, juste un mot préalable, comme vous le savez, en 2015, à l'époque, le Cercle de l'Industrie avait, comme une étude sur les rapports avec les parlementaires et d'autres organisations professionnelles, et mis en évidence le besoin d'échange sur les enjeux de l'industrie. Et donc, depuis maintenant 3 ans, on a créé des rencontres Parlement-Industrie. Vous y avez participé pour rapprocher le monde industriel et les parlementaires. Et à ce titre, je me félicite d'ailleurs que de plus en plus de parlementaires s'intéressent à ce sujet. Et au Sénat, donc, et à l'Assemblée, je crois qu'il y a des groupes d'études industrie et il va falloir qu'au-delà des rencontres que nous avions, assez informelles, je pense que nous mettions en place une connexion un peu plus structurée sur les sujets d'actualité pour pouvoir effectivement échanger de manière factuelle sur la situation. Donc, moi, je vais tout simplement vous rappeler en préalable que je suis convaincu, vous ne serez pas surpris, qu'il n'y a pas d'économie forte sans industrie forte. Et si la désindustrialisation est quelque part un phénomène que l'on voit dans beaucoup d'économies avancées, il n'en reste pas moins que la situation de la France est complètement anormale à cet égard. Et on est passé d'une part du PIB dans l'industrie de 16,5% en 2000 et on est à 12,5% maintenant, alors qu'en Allemagne, elle est stabilisée à 23%. Donc, même l'industrie anglaise est passée maintenant au-dessus de nous. Hein. Donc on a perdu le quart de nos emplois industriels depuis 15 ans. Et la raison de ce qui s'est passé depuis 15 ans, elle n'est pas très très compliquée dans le principe. C'est que si nous avons décroché, c'est dû d'abord au fait que nos marges se sont réduites petit à petit. Il y a 15 ans, ou maintenant presque 20 ans, pour faire simple, l'Allemagne vendait ses produits pour des questions d'image, d'ailleurs autant que de qualité, avec une prime par rapport aux produits français en moyenne. Et on compensait cette prime par une décote sur nos coûts, coût du travail notamment, par rapport à l'Allemagne, ce qui rendait des marges tout à fait correctes. Et puis en 15 ans, avec l'euro et les politiques publiques, et aussi les négociations dans les entreprises, on a laissé déraper les coûts et on est même passé en termes de salaire au-dessus du coût allemand. Et le fait qu'aujourd'hui on soit revenu grâce au pacte et au CICE au niveau de l'Allemagne, ça laisse penser à un certain nombre de personnes que ça y est, on est revenu à un niveau de compétitivité coût acceptable. Ben, c'est faux.
C'est faux parce que le pincement sur les prix, il continue à exister. C'est-à-dire que nos produits ont toujours une décote et nous avons maintenant des marges qui se sont resserrées. Mais on a aujourd'hui 3 à 4 points d'écart sur nos marges négatives par rapport à l'Allemagne. Et donc, quand on a ce handicap permanent, eh bien, nous conduisons nos industriels à réduire la voilure. Et les grandes industries ont tendance à chercher des implantations à l'étranger, les PME, les ETI souffrent, et certaines ne résistent pas. Enfin, c'est la réalité qu'on voit d'ailleurs dans les territoires, qui est extrêmement préoccupante. Alors la bonne nouvelle, c'est que nous avons enrayé, nous sommes en train d'enrayer le déclin de l'industrie, mais il reste énormément à faire pour qu'on retourne, je dirais, complètement la situation. Alors quand on parle d'industrie, il y a toujours un débat qui est-ce que vous parlez d'industrie ou des services là-dessus. Pour moi, il n'y a pas de débat. C'est-à-dire que l'industrie, elle se servicialise, entre guillemets, de plus en plus pour répondre aux attentes de ses clients. De sorte que, d'après nos statistiques, d'ailleurs, plus de 80% des entreprises manufacturières vendent du service aussi. Mais, par ailleurs, lorsqu'on voit les GAFA, est-ce que ce sont uniquement des entreprises de services lorsqu'ils font des ateliers logistiques et bien d'autres choses maintenant? Donc, cette distinction n'est pas très pertinente. Par contre, la vraie distinction, et est importante à avoir en tête, elle doit être faite maintenant, entre les emplois exposés à la concurrence internationale et les emplois non exposés que certains qualifient de sédentaires. Et il faut avouer que les mesures qui ont été prises depuis 15 ans pour essayer de résister en matière de compétitivité, en fait, ont été des mesures, on le voit bien sur le crédit impôt compétitivité emploi, ont été des mesures focalisées plus sur l'emploi à court terme et sur les bas salaires, concernant donc en grande partie les emplois dits sédentaires, au détriment des emplois exposés de l'industrie. Donc ça, sur les causes, les forces et faiblesses, c'est une situation qu'il faut absolument avoir en tête. Et je dirais l'industrie est essentielle pour deux raisons. Première, c'est que l'industrie, c'est la croissance. C'est-à-dire que 75% des exportations sont liées à l'industrie. Lorsque on observe un déficit l'année dernière de 63 milliards d'euros, on voit bien que c'est complètement lié à la situation de l'industrie. Et puis, c'est 80% de la recherche et développement. Donc, c'est donc un vecteur de croissance dans l'économie. Et c'est aussi l'arme anti-chômage par excellence, parce que, vous connaissez bien le sujet, si on crée un emploi industriel dans les territoires, on crée 3 à 4 emplois induits. Donc tout ceci rend l'industrie absolument indispensable. Et la reprise que nous observons aujourd'hui, elle est effective. L'année dernière, l'investissement a repris une croissance de 4%. Nous avons une production industrielle qui a aussi augmenté de 4%, coïncidence. Nous avons un taux d'utilisation des capacités qui s'élève à 86% en passé, mais sur une base réduite. Il faut avoir en tête que nous sommes l'an passé. Cette situation, elle est due à deux facteurs. Je pense que les premiers effets du pacte et du CICE, et il faut absolument s'en réjouir. Mais il y a un facteur conjoncturel important avec un triptyque extrêmement favorable, que sont les taux à 0%. L'année dernière, un baril à $50, et puis un euro qui était l'année dernière faible. Bonjour Madame la Présidente. Cette situation change. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre parité euro-dollar est à 1,24, le baril est à $64 et les taux vont remonter. Donc, il est absolument essentiel que cette tendance soit renforcée par des mesures plus pérennes. Alors, j'en viens donc peut-être au deuxième point, c'est quelles sont les priorités pour que l'industrie soit gagnante. Je dirais il y a deux grandes priorités, deux grands leviers. Il y a d'une part ceux qui permettent d'avoir un environnement favorable au développement de l'industrie, à savoir la compétitivité coût, la montée en gamme
avec notamment l'industrie du futur, mais notamment, et puis troisièmement, l'Europe industrielle. Et puis, le levier qu'on sous-estime beaucoup, mais essentiel, et on le voit dans la dynamique actuelle, c'est une mobilisation coordonnée de tous les acteurs. Ce n'est pas parce qu'on dit tous les jours qu'il faut chasser en meute, surtout avec le village gaulois français, que les choses se font. Et donc cette mobilisation coordonnée de tous les acteurs, pour nous, France Industrie, est absolument essentielle et probablement une des raisons d'être de cette fusion entre le cercle de l'industrie et le GFI. Alors si vous voulez, j'en viens peut-être rapidement au levier favorable au développement de l'industrie. Le premier, c'est la compétitivité coût. Et avant la montée en gamme, et M. Bourquin, qui a une expérience automobile, ne me contredira pas sur ce point, on peut dire à un constructeur automobile monter en gamme, mais s'il n'a pas les marges pour le faire, il ne pourra pas monter en gamme. Donc il faut d'abord se donner de l'oxygène pour investir, et après, on enclenche un cercle vertueux. Donc la compétitivité coût, pour moi, elle se résume à des chiffres absolument clés. C'est que le poids des prélèvements obligatoires en France est à 44,5% du PIB, contre une moyenne de 40% en Europe. Bon, et ça se traduit pour nous, industriels, par un fardeau, notamment sur la fiscalité de production, puisque par rapport à l'Allemagne, nous avons un handicap de 70 milliards d'euros sur les impôts de production, et c'est un sujet qui, pour nous, est extrêmement prioritaire. Alors, il y a un autre sujet pour illustrer le propos, qui est celui du plafond d'allègement des charges sur les salaires, puisque, contrairement à ce qui a été proposé par le rapport Gallois, on s'est arrêté à 2,5 SMIC. Nous disons qu'il faut repasser à 3,5 SMIC si on veut atteindre les emplois industriels exposés. Bon, je dirais, la compétitivité coût est un sujet essentiel. Et pour la représentation nationale, je dirais les indicateurs permettant d'avancer sur ce sujet, finalement, sont beaucoup plus simples que ceux de la montée en gamme. Alors, le deuxième point, c'est celui de la montée en gamme. Alors, la montée en gamme, pour moi, il y a deux grands axes pour nous. Il y a le premier axe de l'innovation en général. Donc, nous avons un crédit impôt recherche qui est vraiment un atout pour le pays. Il faut le maintenir, le sanctuariser. Mais une mise en garde, et nous le voyons actuellement clairement dans la revue que nous faisons des filières. Dans nos filières françaises, les projets de recherche-développement filières, c'est-à-dire partagés par différents acteurs qui sont des vrais projets de rupture sur lesquels on investit beaucoup, ils ne sont pas légion, trop faibles. Et il est clair qu'il n'y aurait pas aux États-Unis SpaceX ou Tesla, s'il n'y avait pas, je dirais, une conjonction d'investisseurs privés, bien sûr, qui sont prêts à investir beaucoup, à prendre des risques, mais aussi d'ARPA, l'Agence sur les innovations de rupture. Donc on a, sur la recherche-développement et la montée en gamme, un sujet, et nous avons là une opportunité devant nous, avec le renforcement des filières, c'est de faire en sorte qu'il y ait dans chaque filière 2 ou 3 projets de rupture qui puissent fédérer les grandes entreprises, les PME, les ETI. Mon expérience automobile, vous en souvenez, il y a eu le véhicule 2 litres qui a conduit beaucoup d'acteurs à travailler ensemble. C'est très bien. Aujourd'hui, on a les véhicules autonomes, il y a les batteries, il y a des choses à faire. Et il est important que sur ces projets, nous trouvions aussi auprès de l'État, s'agissant d'innovation de rupture, des financements de subventions sur un stade très amont, alors qu'aujourd'hui, la tendance naturelle, et jusqu'au nouveau plan d'innovation de l'exécutif, les 10 milliards, étaient beaucoup plus en avance remboursable et je dirais en financement pas forcément adapté à l'innovation de rupture. Donc la montée en gamme, c'est l'innovation. C'est aussi, je dirais, ce qu'on appelle, de manière très très large, l'industrie du futur. Et on a un certain nombre d'exemples qui sont assez encourageants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une usine qui ne pouvait pas jusqu'à présent rester en France et qu'on exportait dans un pays à bas coût pour faire des grandes séries et qu'on ramenait les produits en France, si on numérise la même usine, on pourra faire des séries beaucoup plus courtes, donc avoir moins de stock,
une usine beaucoup plus flexible. On pourra, je dirais bien sûr, baisser les coûts de numérisation. Et à cet égard, l'opposition entre robots et chômage est une vue de l'esprit. Hein. Bien sûr qu'on compare la France et l'Allemagne. En France, nous avons 12 robots pour 1000 emplois, il y en a 26 en Allemagne, et pourtant le taux de chômage en Allemagne est très inférieur à celui de la France. Donc il ne faut pas avoir peur d'aller dans cette direction. Mais donc on pourra baisser les coûts, et on pourra aussi ajouter des services liés à nos clients en France, ce qui fait que quand on fait le calcul de la rentabilité sur capitaux engagés d'une usine numérisée en France, on s'aperçoit qu'on a un plaidoyer pour la relocalisation à un certain nombre de cas. Alors, on le voit déjà, vous avez l'exemple de Ski Rossignol, hein, je crois qui a relocalisé sa production. Vous avez vu l'exposé de Bertrand Escoffier, je crois, sur le slip français, mais il y a aussi Yamaha, il y a les lunettes Atoll, donc un certain nombre de PME et de TI vont dans cette direction. Je pense qu'il y a aussi matière à réflexion pour l'ensemble de l'industrie. Et avec l'Alliance pour l'industrie du futur, maintenant va être assimilée à la French Fab, le France Industrie va être certainement tout à fait volontariste dans ce domaine. Donc le deuxième sujet, c'est la montée en gamme, mais vous voyez, avec des points positifs, et puis aussi des questions à la fois sur l'innovation générale et sur la numérisation. Troisième point, c'est l'Europe industrielle. Bon. L'Europe a décrété qu'elle avait un objectif ambitieux de passer de 15% à 20% de son PIB. On n'ira pas dans cette direction sans, et on l'a assez demandé d'ailleurs, sans des consolidations en Europe. Hein, et à cet égard, la direction de la concurrence à Bruxelles doit avoir ceci en tête. Alors il y a effectivement des mouvements qui sont favorables pour la France, d'autres qui le sont moins, et qui sont d'ailleurs l'objet de cette commission. Mais je pense qu'il faut avoir en tête que si on a eu un certain nombre de mouvements, type Alstom, Siemens, Alstom General Electric, Lafarge-Holcim, Rhodia, il y a des mouvements dans l'autre sens. Donc il y a effectivement eu récemment l'acquisition d'Opel par PSA, mais il y a aussi l'Air Liquide qui a acheté Ergasm aux États-Unis, Suez qui a racheté GE Waters, etc. Donc il faut prendre l'équation dans son ensemble. Et donc je pense qu'il ne faut pas confondre patriotisme économique avec protectionnisme, mais je pense aussi qu'il faut que nous ayons en Europe un dispositif de protection identique à celui du CFIUS aux États-Unis, qui permet de ne pas autoriser certaines acquisitions par des investisseurs qui, stratégiquement, ne sont pas forcément souhaitables en Europe. Et je peux vous dire que le CFIUS américain, je le vois en ce moment d'ailleurs sur nos opérations sur Areva, c'est vigilant et fonctionne bien. Donc, l'Europe industrielle, c'est absolument un sujet important pour l'industrie, avec une focalisation nécessaire. On ne peut pas tout faire. Et en Europe, il y a vraiment des secteurs en jeu, comme l'énergie ou le numérique, sur lesquels on doit jouer la carte européenne. Sur le numérique, c'est assez évident pour la production, la circulation de l'information. Ça l'est peut-être moins dans le domaine de l'énergie aujourd'hui, mais il y a certainement des opportunités importantes de convergence. Donc voilà ce que je peux dire sur les quelques grands leviers pour favoriser le développement de l'industrie en France. Un mot sur l'autre point qui est celui du fonctionnement collectif. Bon. Parce que ça, c'est moins évident et peut-être moins connu. Comme j'ai indiqué, si nous faisons ce regroupement de France Industrie entre le Cercle et le groupe des fédérations industrielles, eh bien, c'est pour promouvoir un fonctionnement beaucoup plus efficace de nos filières. Quand on parle de filières industrielles efficaces, en général, tout le monde pense au GIFAS. Bon. Le groupement, la filière aéronautique. Parce que le GIFAS, c'est un bon exemple, je dirais, est passé à travers les tempêtes et a résisté. C'est une industrie à forte valeur ajoutée. Et on a une filière qui est là très solide. Mais bon, l'automobile, certaines difficultés à fonctionner en filière, même si je pense qu'on a fait un certain nombre d'efforts. Moi, mon souhait, c'est que dans l'année, nous ayons entre 10 et 15 filières qui soient dans le temps aussi efficaces que le GIFAS. Il n'y a pas de raison aujourd'hui que le GIFAS ait un fonctionnement collectif efficace
mais qu'ailleurs, ce ne soit pas le cas. Nous allons avoir sur l'automobile, sur le maritime, sur l'alimentaire, sur le nucléaire, qui emploie en ce moment, à faire aussi des mouvements pour avoir une structuration de nos filières, des présidences de filières tout à fait légitimes, et on fera en sorte que ces filières soient bien interfacées avec l'État dans le cadre du Conseil national de l'industrie. Nous allons nous y employer. Une filière qui marche, c'est une filière qui a une gouvernance qui est bien adaptée au contour de la filière. C'est une filière qui a des projets de R&D communs, parce que les acteurs ont des enjeux partagés. C'est une filière de plus en plus qui a une plateforme numérique. Et ce qui me frappe en France, c'est que nous avons Boost Aerospace pour l'industrie aéronautique, mais ailleurs, nous avons je pense, des opportunités, pour le dire positivement, de développement de plateformes numériques. C'est une filière qui, surtout avec la loi qui est en cours de gestation sur les compétences, doit être à la manœuvre avec les branches sur l'apprentissage et les compétences, parce qu'on est très proche des besoins des entreprises. Et c'est une filière qui met en place du soutien à l'international de ses membres, comme le fait le GIFAS aujourd'hui. Donc on voit très bien le travail qui est à faire, et pour nous, c'est un enjeu de l'année 2018 extrêmement important pour avoir à la fois un développement plus favorable, un environnement plus favorable au développement de l'industrie, et avoir un développement plus dynamique des filières. Voilà ce que je peux vous dire en introduction. Merci, Monsieur le Président. Vous avez abordé deux questions qui sont essentielles. C'est de dire, par exemple, on a ramené les coûts en dessous ceux de l'Allemagne. Il y en a qui pensent que l'essentiel est fait. Et vous avez raison de dire que tout commence, en gros. Parce qu'une politique de reconquête industrielle passe par à la fois la montée en gamme et aussi des filières industrielles qui fonctionnent, et en sachant bien que les grands donneurs d'ordre avec les équipementiers de rang 1 ont modernisé très sensiblement leur outil de production, ou le font. Le gros problème sont les équipementiers de rang 3, rang 2, rang 3, rang 4. Et avec le sourcing tel qu'il se fait aujourd'hui, il est global maintenant ce sourcing, il est évident que certaines de ces unités de production peuvent disparaître. Et comment dans le cadre du Conseil national de l'industrie, vous arrivez à plaider pour justement éviter cette fracture entre ceux qui jouent complètement la modernisation de l'économie et surtout l'industrie du futur, et ceux qui ont beaucoup de mal à accrocher les wagons. Et quelle politique d'accompagnement on pourrait mettre en œuvre pour justement faire en sorte que l'ensemble de la filière puisse fonctionner. Alors, on était par exemple en Bavière, ils avaient 17 clusters, ce qui est énorme, 17 clusters pour la Bavière. Le système de cluster est intéressant, mais ensuite il y a les questions de financement. Comment faire en sorte que des PME, TPE... Alors, votre collègue, Louis Schweitzer, nous a abordé les ouvertures de capitaux, parce que nos PME sont trop petites et ont besoin de grandir. Et l'ouverture du capital est une bonne solution, d'après lui. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez de cette possibilité quel financement de la publique, des aides à l'innovation pourraient exister pour justement faire en sorte que l'ensemble de la filière s'accroche. Peut-être en complément, nous avons 4 fois moins d'entreprises de taille intermédiaire, d'ETI, qu'en Allemagne. Et donc, complémentairement à ce que dit mon collègue, c'est comment arriver à faire monter des PME en ETI, comment les accompagner financièrement, certes, dans leurs investissements, mais aussi dans leur fonctionnement, parce que quand une entreprise
fait une progression de 25 à 30% de son chiffre d'affaires, ce qui est merveilleux. Le problème, c'est le financement des besoins de fonds de roulement. Alors, l'arrivée en capital, oui, tout autant que les banquiers, la notation de Banque de France, qui voient ces écarts se produire, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, baisse quelquefois la note et en tout cas attribue une note très mauvaise à ceux qui démarrent sur des produits à start-up solides parce qu'ils n'ont pas les 3 ans d'arriéré de bilan. Donc, est-ce que vous pensez qu'on arrivera ici un jour dans ce pays à faire en sorte que, comme ailleurs, notamment en Allemagne, les banques jouent un peu mieux le jeu? Comment pourrait-on les inciter à faire cela? Voilà. Monsieur le Président, il faut inviter des patrons des banques pour vous répondre. Mais d'abord, je partage complètement votre diagnostic. C'est que nous avons un vrai sujet qui est le manque d'entreprises exportatrices. Et une grosse partie du sujet, c'est parce que nous n'avons pas assez de TI. Donc, il y a actuellement des initiatives, notamment qui ont été prises par la BPI, mais aussi par l'Alliance d'industrie du futur pour accélérer les entreprises. Moi, j'ai un point de vue, c'est qu'il faut accélérer l'accélération. Parce que il faut que nous ayons un dispositif à l'échelle du problème. Parce qu'on ne parle pas de rien. C'est-à-dire qu'on parle d'écart de 2 à 3 entreprises exportatrices. Et pour ce faire, je pense que les filières doivent jouer un rôle. Je le vois dans le cas du GIFAS, parce que le GIFAS a un processus d'accélération de TI qui marche bien, y compris en région, ce qui est un des points sur lesquels je vais revenir avec l'allusion sur le rapporteur sur les clusters. Par contre, dans les autres filières, ça démarre tout juste. Donc nous devons, et avec l'État, trouver un moyen d'accélérer cette accélération. Et ça veut dire quoi concrètement, si je prends l'approche de la BPI, c'est de faire en sorte qu'une équipe de management d'une PME soit formée, d'abord soit formée à l'anglais, soit formée aux opportunités export, soit formée à des approches de management et au numérique, de telle manière à ce qu'elle partage un degré de connaissance, de compétences qui lui permettent d'aborder la question de la croissance de manière agressive et proactive. Et je pense que cette dimension managériale est essentielle. Et d'ailleurs, à mon avis, nous n'avons pas aujourd'hui d'ingénieurs qui sortent de nos écoles suffisamment dans les ETI, les PME. Longtemps, les ingénieurs ont préféré aller dans les banques. Aujourd'hui, c'est un peu moins en vogue. Mais demain, c'est dans les ETI, dans les PME que nous devons être capables d'orienter un certain nombre des forces. C'est un défi intéressant, mais qui est autant du côté de l'industrie, d'ailleurs, que du côté du corps professoral. Donc, on a donc un vrai sujet avec des pistes de solutions sur l'accélération des ETI. On a clairement aujourd'hui une question de financement, c'est-à-dire que tout ceci coûte cher, et donc l'État doit pouvoir contribuer à ce travail, mais pas uniquement, c'est-à-dire qu'il va, entre les filières, les OPCA, etc., trouver des modes de financement de tout ce dispositif. Donc ça, c'est un premier élément, je dirais, très pratique de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est que ces opérations ont une dimension territoire extrêmement forte. Je crois personnellement beaucoup au cluster, et les régions vont jouer de plus en plus un rôle dans ce domaine. Donc, nous devons réfléchir à la manière dont ces clusters, ces petits écosystèmes locaux peuvent se multiplier. Alors, il y en a qui existent. Lorsqu'on est à Sochaux-Montbéliard, il y en a à Toulouse, il y en a dans la vallée de l'Arve, on les voit, il y en a déjà qui existent. Mais il faut les multiplier. Et ce travail nécessite une implication des régions. Et pour France Industrie, nous avons là un objectif, c'est de travailler avec elles pour faire en sorte qu'il y ait, qu'on essaie d'établir en tout cas une cohérence entre la vision industrielle qu'ont les filières. Nous avons 10 à 15 filières, elles sont certainement capables de dire, voilà les régions sur lesquelles nous avons des liens privilégiés, sur les pôles de compétitivité. Je vous donne un exemple. Les chimistes me disent,
dans la région de Lyon. On a le pôle de compétitivité sur notre plateforme industrielle. Donc là, on est sûr que ça marche. Bon. La filière maritime a des relations extrêmement étroites avec les régions maritimes, notamment sur toute la question des compétences. Ils en sont même au point où ils peuvent prendre l'engagement d'embaucher au moment où l'apprenti rentre dans la formation, parce qu'ils sont sûrs que la formation va leur servir. Donc, je pense que nous avons, nous, un travail à faire au niveau avec les présidents de filière pour bien identifier quelles seraient leurs priorités régionales et peut-être infra-régionales d'ailleurs, et partager ces réflexions avec les présidents de région. Après, c'est à eux, bien sûr, de décider, mais au moins de décider en ayant une claire perspective industrielle que nous pouvons exprimer. Est-ce que vous pourriez compléter en nous disant quel est votre sentiment sur la réforme de la formation professionnelle qui nous coûte pas loin de 35 milliards d'euros dans ce pays quand elle ne coûte que 23 milliards en Allemagne, avec beaucoup plus d'habitants. Et comment voyez-vous ce rapprochement entre le monde de l'industrie et le monde de l'enseignement? Et comment voyez-vous les choses, puisque, bon, il y a actuellement des bruits qui circulent, les entreprises voudraient avoir vraiment à faire une partie de cette formation. Et de l'autre côté, les syndicats professionnels de branche ne sont pas défavorables, mais vous parliez tout à l'heure des pôles de compétitivité. Effectivement, les pôles de compétitivité avec des filières qu'ils ont et qui permet la clusterisation des PME ou des TPE sur des projets innovants permettrait effectivement d'accompagner la formation et de faire en sorte que on arrive à former des gens capables. Alors, est-ce vrai ou pas? On nous dit toujours qu'il y a 400 000 postes aujourd'hui ouverts dans le monde de l'industrie et où on ne trouve pas les personnes capables de les occuper. Quel est votre sentiment là-dessus? Un commentaire général. Et puis ensuite, un deuxième commentaire sur apprentissage, formation professionnelle et les pistes d'évolution que nous souhaiterions voir. Le commentaire général, c'est qu'un pays qui a un taux d'activité de 86%, ce qui est notre cas aujourd'hui, de notre outil industriel, est en même temps confronté à une situation de taux de chômage très élevé, même si le taux de chômage s'est bien amélioré. Donc on a une anomalie parfaitement claire, c'est-à-dire que pendant les 15 dernières années, une partie de notre industrie a disparu, et avec cette industrie qui a disparu, des compétences associées, et en même temps, dans le pays, il y a 1,5 million de personnes, et jeunes pour la plupart, qui n'ont ni emploi ni formation. Donc nous avons un très gros défi. Et aussi un très gros gâchis de compétences, quelque part, puisque une bonne partie de force de travail potentielle n'est pas utilisée. Donc ça, c'est un premier commentaire, et je pense que la relocalisation et la réindustrialisation doivent aller de pair avec une réflexion, et des actions d'ailleurs, sur l'adéquation de nos besoins par rapport aux compétences, et donc une reformation des personnes qui sont en dehors des circuits économiques. Et très souvent, ces personnes-là, on ne peut pas les remettre sur les bancs de l'école comme ça, c'est-à-dire qu'il faut faire avant d'apprendre. Donc c'est quand même des approches différentes. Pour ça, c'est une première réflexion générale. Le deuxième point que je voudrais faire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons 400 000 apprentis en France. Bon, c'est insuffisant, tout le monde en convient. Il y a eu cet objectif de 500 000, puis on est revenu à 400, on est resté à 400 000. En même temps, nous avons 700 000 élèves dans les lycées professionnels, dont simplement 50 000 sous le régime de l'apprentissage. Bon, très franchement, quand on regarde, et ça va être à mon avis renforcé, le taux de succès en termes d'emploi de la filière apprentissage avec celle des lycées professionnels, il n'y a pas photo. Bon. Donc nous préconisons, alors d'abord, je pense que les dispositions qui sont actuellement prises par l'exécutif sur l'apprentissage sont à la fois très courageuses et vont dans le bon sens, et vraiment nous les soutenons à fond. En même temps, il faut réfléchir à la bonne articulation avec les lycées professionnels, la formation professionnelle. Et là, je dirais, nous on aurait un objectif
Mais si la moitié des lycées professionnels étaient sous le régime de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'on aurait on pourrait doubler le nombre d'apprentis. Et donc, il y a un rapprochement à faire entre ces deux filières. Les modalités du rapprochement, il n'y a pas d'avis sur la question, puisque je pense qu'il faut laisser les partenaires y réfléchir. Mais je pense qu'on n'y échappera pas si on veut régler cette question. Voilà pour cette matinée consacrée aux travaux de la mission d'information sur Alstom et qui s'intéresse plus largement à la question industrielle en France à travers ce cas d'une fusion entre Siemens, géant allemand, et Alstom, géant français des transports. Vous avez notamment pu entendre l'audition de Philippe Varin, un grand spécialiste de l'industrie à la tête de PSA pendant très longtemps. Aujourd'hui à la tête du conseil d'administration d'Areva, c'est aujourd'hui la voix des industriels en France puisqu'il est aussi président de France Industrie. Philippe Varin qui est de plus en plus optimiste, qui estime que aujourd'hui la chute de l'industrie française est enrayée. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.